Le musée d'Angoulême a été entièrement rénové et a rouvert ses portes en 2010. Son architecture mêle l'ancien et le moderne. Et dans les salles d'exposition, on trouve des sections consacrées à la paléontologie, à la préhistoire, ainsi qu'une importante collection d'objets d'art africains. Ce lieu est encore mal connu dans la région. C'est pourquoi nous avons décidé de nous y rendre et d'interroger ceux qui le font vivre et qui cherchent à le faire connaître. Ils sont conservateurs, chargés de collection et médiatrices culturelles. Ces derniers d'ailleurs travaillent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du musée. Et tout d'abord, puisque nous avons commencé cette visite par la paléontologie et la préhistoire, nous allons rencontrer une personne qui pourra en parler. Un paléontologue, justement. Bonjour. 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 Alexandre. Jean-François, conservateur au musée, qui est chargé des collections paléontologiques, archéologiques. D'accord. Donc ici on est dans votre atelier, c'est ça? Voilà, c'est un bureau d'études, le bureau qui sert à travailler sur toutes les collections qu'on a ici au musée. Comment une pièce, quel est le processus entre la trouvaille de la pièce jusqu'à son exposition dans ce musée-là? Alors là, la particularité de ce musée, c'est d'être associé avec des équipes de recherche. Et les collections que l'on a ici au musée, surtout depuis 30 ans, proviennent de fouilles qui sont effectuées ici dans la région. Ce n'est pas des collections qu'on avait ici, où il y en avait quelques-unes, mais enfin, c'était pas grand-chose. Ce sont donc des collections qui sont extraites du sol par des archéologues ou des paléontologues. Et l'opération commence bien sûr sur le terrain, dans des grottes, dans des carrières, et se continue ici au musée. D'accord. Vous avez des exemples? Des exemples, on a ici 2500 caisses de matériel d'exemples, ouais. Avec à l'intérieur des fois des centaines de fragments. Et donc voilà ici un os de dinosaure. Le nom savant, c'est Ornithomimosaure, plus connu sous le nom de dinosaure autruche. Des dinosaures qui ressemblaient un peu à des autruches, avec une petite tête, un grand cou et puis de grandes jambes. Et là, vous avez un fémur. Alors vous le voyez, il est tout écrasé, mais il a 130 millions d'années. Donc il a fallu le sortir de la carrière où on fait des fouilles à Angeac-Charente, et puis il a fallu le reconstituer, le recoller pour pouvoir le conserver. Et donc voilà ce fémur complet. Et là, ce n'est que la première étape du travail. On l'a sorti de la carrière, on l'a préparé, et là maintenant on peut l'étudier. Et là, les chercheurs vont travailler à étudier cet os, à déterminer de quel animal il vient, et puis à le comparer aussi avec d'autres fossiles trouvés souvent très loin, en Mongolie, trouvés en Amérique du Nord, et pour savoir quelles étaient ces populations de dinosaures. Et comment êtes-vous devenu paléontologue? Oh, longue histoire. Je suis tombé dedans étant petit. Ça a commencé lorsque j'avais 10-12 ans. Et comme beaucoup d'adolescents, je collectionnais les insectes, les fossiles, les cailloux. Et puis je ramassais dans les champs des pierres taillées, des morceaux d'os. Et voulant en savoir plus, j'ai rencontré des préhistoriens.
et qui m'ont appris dès l'âge d'une douzaine d'années. Je passais mes étés dans un laboratoire de paléontologie et j'apprenais l'anatomie animale. Et c'est vrai que c'est un métier privilégié parce que si je n'avais pas trouvé ce métier, je pense que j'y passerais mes week-ends et mes vacances. Et là, je suis tous les jours en vacances en faisant ce type de métier. C'est vrai que c'est un privilège à l'heure actuelle d'avoir déjà un travail, mais également d'avoir un travail qui vous plaise. Merci beaucoup. Ouais. On va se quitter. À bientôt. Revenez voir les découvertes, revenez voir l'avancée des travaux, parce que nous travaillons tous les jours et des nouvelles informations, des nouvelles pièces sortent régulièrement. Et ben, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. La muséographie est souvent liée à la mode. C'est d'ailleurs le principal écueil que l'on rencontre quand on réfléchit à la rénovation d'un musée. Il faut se dire que dans 10 ans, ça risque d'être très daté. Et effectivement, si vous regardez des musées qui ont été rénovés ou construits simultanément à la même époque, et bien vous allez retrouver peut-être des tics ou des caractéristiques qui vont dater le musée. Donc tout le jeu des conservateurs va être d'essayer d'atténuer cet aspect-là, et puis d'avoir aussi surtout dans la scénographie, un outil qui permette de mieux lire les collections, de mieux les comprendre et de mieux les mettre en valeur. Donc voilà, la scénographie, la muséographie doit être vraiment au service de l'objet et non pas à l'inverse, ce qui arrive malheureusement parfois. Je crois qu'on aura du mal à faire quelque chose de plus joli, de plus harmonieux entre les parties anciennes et les parties récentes. Et on a un lieu qui est fonctionnel, c'est-à-dire qui, pour les professionnels, ne mélange pas les flux du public et les flux des objets ou les flux privés des personnes qui travaillent sur les collections. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une réussite architecturale. Je pense que l'art a une influence sur les êtres, qu'il les aide à se trouver, à se bonifier, il les aide dans leur parcours. Et je pense que l'accès à l'œuvre d'art est une chose très importante. Sur la façade des mairies, il y a marqué « Liberté, égalité, fraternité ». Je ne sais pas si on y est arrivé. Eh bien, je pense que c'est la même chose pour la culture. Un musée pour tous, accessible à tous, c'est un vœu. C'est un vœu, comme liberté, égalité, fraternité. C'est un idéal vers lequel on doit tendre. Que sont ces objets dans nos musées, en fait, ces objets issus d'autres civilisations qui ont un rapport au patrimoine, en fait, qui est considérablement différent du nôtre. Et en effet, il faut vraiment être bien conscient que les salles qu'on a, par exemple, au musée d'Angoulême, consacrées aux arts d'Afrique et d'Océanie, sont un regard occidental sur un patrimoine mobilier extra-européen, donc de populations qui n'ont pas cette notion de la conservation des collections ou ce besoin de la conservation des collections pour conserver la mémoire, en fait, d'une civilisation. Donc, c'est des créations en fait, de concepts qui sont le concept, on y reviendra peut-être, d'art primitif, sur lequel il y a beaucoup à dire. Ce sont des créations, des concepts occidentaux, et c'est un regard et une vision de l'histoire et de la culture occidentale qui est apposée sur celui qu'on appelle l'autre avec un grand A. La notion de primitif n'a pas de sens parce que si on va appeler ça de manière assez juste, il faudrait
parler d'un point de vue géographique, parler d'art d'Afrique, des arts d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique ou d'Asie. On ne peut pas les rassembler dans une grande entité, même si c'est très commode et beaucoup plus concis. Et puis la notion de primitif, finalement, est totalement vide de sens parce qu'on est face à des objets qui ne sont absolument pas primitifs dans le sens d'une, on va dire, chronologique, d'une ancienneté. Ce sont pour les 3/4, enfin même plus, pour 95% d'entre eux, des pièces récentes qui sont du 19e, voire du 20e siècle. Et les pièces très anciennes sont beaucoup plus rares. Et d'un autre point de vue, si on entend primitif par quelque chose de relativement mal fait ou non abouti du point de vue de la forme, c'est un jugement de valeur qui, par exemple, à mon sens, est totalement irrecevable puisqu'on est face à des savoir-faire, des techniques et des esthétiques tout aussi sophistiquées que celles développées chez nous pendant la Renaissance italienne. Donc c'est un concept qui finalement n'a absolument aucun sens, mais qui malheureusement est employé à tout va par tout le monde parce qu'il est très commode et que tout le monde voit absolument tout de suite de quoi on parle, bien que ce soit des mots qui trahissent complètement ce que sont ces objets à la base. Le terme de médiation est souvent mal compris en fait des gens quand on leur dit je suis médiatrice, je fais de la médiation. Ils voient pas trop et pourtant je trouve que c'est un terme qui le définit bien dans la mesure où c'est vraiment faire le lien entre une œuvre, quelle qu'elle soit, un objet, une sculpture, une gravure, enfin n'importe, une pierre, et d'autres personnes en fait qui ne sont pas familières avec ces objets et donc c'est trouver le média adapté pour les faire se rencontrer, faire en sorte qu'ils se comprennent d'une manière ou d'une autre et ça peut être choisir justement un angle complètement incongru au final pour parler d'un objet, pour parler d'un tableau. Mais là on ne veut pas me représenter moi, ma femme du musée, on veut représenter quelqu'un de plus général. Donc les boutons, on n'en a pas besoin. Voilà, pour moi la médiation c'est trouver le bon angle d'attaque pour faire en sorte que ça parle, que ça touche, qu'il y ait quelque chose qui se passe, en bien ou en mal d'ailleurs, hein, le but n'est pas de dire regardez c'est dans un musée, c'est magnifique, c'est beau, pas du tout. Quand on travaille par exemple avec des lycées professionnels, très souvent je commence en leur disant voilà, dites-nous tout ce qui vous passe par la tête, que vous aimiez ou pas. Moi, j'aime pas forcément tout, d'ailleurs, hein, dans les collections qu'on peut présenter. Et au contraire, généralement, ça peut être bien plus intéressant quand ils n'aiment pas. On peut rebondir, en fait, du coup, sur plein de choses. Ça amène un dialogue plus riche et peut-être plus naturel aussi. Donc, cette question du goût, en fait, je trouvais intéressante dans la médiation parce qu'on peut vraiment, voilà, rebondir sur plein de choses. Donc, voilà, pour moi, la médiation culturelle, ce serait faire ce lien, réussir à créer cette rencontre, en fait. Avec le papier puis avec les poils. Ceux là-bas, c'est qu'ils ont des coquillages, les clous qui fait une décoration. C'est vrai quand on pense à se décorer un petit peu le visage, on pense aux filles, c'est vrai. Mais justement, ça nous montre qu'on peut représenter de façon très différente, avoir des images très différentes de ce qu'est une fille ou de ce qu'est un garçon, selon les endroits du monde. Pour nous, les filles, ça a forcément les cheveux longs. Ça se décore, ça met des bijoux. Et là, en Afrique, les masques peuvent représenter des garçons, mais aussi avoir beaucoup de décoration. Moi, voilà, c'est cette place-là que je verrais pour le musée. C'est vraiment une place de curiosité, en fait, un lieu de curiosité. Alors peut-être que maintenant, on cherche peut-être trop. Je fais peut-être l'avocat du diable en disant ça, mais trop à l'inculquer vraiment dans la culture des gens, à faire en sorte que tous les enfants passent au musée. C'est une bonne chose, ça leur donne une pratique que peut-être qu'ils n'auront
qu'ils n'auraient pas en fait à la maison, selon les milieux, selon les parents, selon les centres d'intérêt des parents. Donc, ça leur permet de découvrir ça. Et en même temps, j'ai pas non plus envie qu'on force trop les gens à venir au musée parce que j'ai pas envie que ce soit un lieu où on se sent effectivement obligé d'aller et où on s'ennuie, tout comme on va lire un livre à l'école qui va affreusement nous ennuyer, mais on est obligé d'aller lire la dernière page alors qu'il y a plein d'autres livres qu'on adorerait voir et qui nous permettraient d'accrocher. Donc voilà, je pense que c'est bien de sensibiliser, de faire connaître ça, mais que ça reste un loisir, que ça reste une envie aussi personnelle. Moi, c'est ce que j'aime dans ce milieu-là, c'est que je me sens pas aller travailler. Enfin, moi, je me sens aller dans un lieu que j'aime et dans lequel je prends du plaisir, quoi. Donc voilà, j'aimerais que ce soit cette notion-là qui reste des musées. Donc peut-être attention à ne pas trop tout cadrer en forçant les gens à y aller. Nous avons une journée de culture partagée sur le thème de l'Afrique, comme tous les lundis, une fois par mois. Nous réunissons 4 structures, les abonnés du GERMA, du musée d'Angoulême, le centre social de Bassaux, centre social de la Grande Garenne et celui de Saint-Michel. Et nous nous regroupons pour parler de la culture du pays que nous étudions dans la journée. Alors le matin, on prépare le repas. Ensuite, nous déjeunons ensemble. Et l'après-midi, pour cet après-midi-là, nous avons la présentation d'objets par une des conservatrices du musée qui a amené des objets d'art africain et océanien du musée. C'est surtout avant tout une action de culture partagée, c'est-à-dire que pour une fois, chaque personne a vraiment un passé différent et met en valeur ce passé. C'est vraiment un partage de culture. Je pense qu'on est tous dans le même milieu, nous vivons dans le même monde, donc les besoins que ressentent nos concitoyens, nous les ressentons de la même manière. Et si effectivement on a besoin de se créer des racines, de mieux se comprendre, si l'on ressent des différences entre les cultures qui sont juxtaposées au sein de notre société, un musée comme le nôtre qui rassemble des témoignages, des cultures anciennes ou récentes, lointaines ou proches, peut aider justement à pacifier tout ça et à avoir une vision plus sereine des choses et du monde.